l'objectif de cette présentation, c'était un peu de poser des questions. C'est un débat, on en avait discuté un petit peu avec Marion aussi. Souvent, les architectes, les urbanistes, et même ceux de la frugalité heureuse et créative, sont peut-être un peu frileux sur les questions des luttes. Donc là, des résistances, mais des luttes contre ce qu'on appelle les grands projets inutiles ou les grands projets d'aménagement, d'urbanisme, de territoire. Et je pense que là, il y a réellement une urgence pour qu'on s'engage un peu plus dans ces luttes. Et l'idée, c'était de montrer ce que j'ai pu faire, enfin participer dans ces luttes, et également Martin et Raphaël dans leur implication aussi. En fait, il y a divers degrés de résistance pour les architectes urbanistes. Effectivement, on peut occuper, former des ZAD, mais on peut aussi participer à des contre-expertises, enfin vraiment aller partager aussi notre regard d'experts, entre guillemets, enfin de connaisseurs de ces questions-là, pour faire avancer les choses. Je pense qu'il y a vraiment une urgence, là on le voit cet été avec les diverses catastrophes qui s'enchaînent liées au dérèglement climatique, et on ne peut plus se contenter en tout cas de faire des projets qui soient éco-responsables, vertueux, frugales, enfin, qui soient peut-être un peu trop gentils, même si c'est pas contradictoire. Pardon, c'est pas contradictoire tant qu'on ne tombe pas dans le greenwashing. Au contraire, il faut dans tous les cas développer des systèmes d'urbanisme, de construction alternatifs beaucoup plus frugaux, ça c'est clair, d'un côté. Mais de l'autre, il faut aussi arrêter tous ces projets destructeurs qui sont quand même en grande majorité les projets qui se font aujourd'hui. On peut passer à la diapo suivante. Et en fait, Martin, ou Raphaël, en fait, simplement, si on appliquait le droit, on appliquait la loi, il n'y aurait pas besoin de nous, il n'y aurait pas besoin enfin, il y aurait besoin d'urbanistes, évidemment, mais il n'y aurait certainement pas besoin ni de frugalité heureuse, ni de lutte, etc. Parce qu'en réalité, tout est déjà là dans ces premières lignes du Code de l'urbanisme, qui parle de développement durable, qui parle d'être économe en espace naturel, qui demande de préserver les espèces agricoles, forestiers, les sites naturels, etc., qui demande une qualité urbaine, architecturale, paysagère, notamment d'entrée de ville, qui demande de préserver des risques naturels prévisibles, des risques miniers, des risques technologiques, des pollutions, des nuisances de toute nature, qui demandent une protection des milieux naturels et des paysages. Enfin bref, je ne vous lis pas tout le code de l'urbanisme, mais ça, c'est les premières lignes. Et si simplement ça a été appliqué, eh bien, peut-être qu'on pourrait se passer de lutte. Malheureusement, ce n'est pas le cas. Donc, on continue. Il existe en fait ce qui s'appelle des éléphants blancs, ce qui a été appelé des éléphants blancs par les luttes. L'expression éléphant blanc vient d'une légende bouddhiste qui dit que la mère de Bouddha aurait fait un rêve d'éléphant blanc, etc. Bref, les éléphants blancs sont des animaux sacrés en Inde, et les offrir était une sorte de cadeau empoisonné, parce que ces éléphants blancs ne pouvaient pas travailler. Donc quand un prince offrait à un autre prince un éléphant blanc, l'éléphant blanc était une sorte de poids, en fait, de poids financier, et notamment pour celui qui recevait ce cadeau. Et d'où l'expression éléphant blanc, donc, qui sont des ouvrages prestigieux dont la pertinence est limitée et représentent un fardeau économique pour la collectivité. Et c'est pour moi l'inverse de la frugalité. Donc là, on est déjà, si on veut être dans la frugalité, il faut lutter contre les éléphants blancs. Voilà, donc quelques exemples. Donc là, on va parler de résistance, de construction alternative, parce que je pense que la première façon de résister, c'est de déjà déconstruire, enfin, c'est ce que je vais montrer là, de déconstruire ces projets. Nous, on est vraiment architectes urbanistes, on est vraiment les premiers à savoir lire, en fait, ces grands projets inutiles ou de projets de territoire, etc. Et on est capable
d'en déconstruire un peu les maillons. Souvent, ils sont basés sur des mensonges, réellement. Là, on le verra sur Notre-Dame-des-Landes. Et puis, donc, on peut aussi, de deuxième moyen, ce serait de construire des alternatives, donc de proposer des choses alternatives, et puis finalement d'occuper. Et ça sera plutôt, je pense, Raphaël et Martin qui en parleront. Donc déjà, sur diapo suivante, sur la déconstruction de ces projets, là, c'est sur l'exemple de Notre-Dame-des-Landes, où en 2014, je me suis rendu compte avec d'autres que l'aéroport existant à Nantes était pas si saturé que ça, malgré le discours officiel qui était fait. Là, on voit une image aérienne à l'époque de l'aéroport avec 10 hectares qui étaient consacrés au stationnement, les regards à moitié vides là en bas à gauche, et puis surtout un aéroport qui était aussi un poumon, enfin pas un poumon, mais un noyau économique important pour le territoire du sud de Nantes, et déplacer cet aéroport était une stupidité assez incroyable. Et voilà, donc diapo suivante. Je passe assez vite parce que on a peu de temps, mais il y aurait beaucoup à dire évidemment là-dessus. Et ça, c'était l'alternative qui était proposée. C'était donc déplacer à 20 km au nord de Nantes l'aéroport sur 16 hectares en tout, mais non, pardon, 1600 hectares, 1600 hectares d'aéroport, donc 450 hectares, là, ce qui est en rouge, c'était 450 hectares vraiment artificialisés, dans un bocage qui était préservé depuis une cinquantaine d'années et notamment qui était très riche pour ces questions, sur les questions de biodiversité, parce que justement le territoire avait été préservé pour construire cet aéroport. Donc c'est assez paradoxal, mais c'est un territoire très riche. On voit toutes les bocagères préservées. Et puis le projet qui était proposé, tout peint en vert, donc c'était assez lamentable globalement. Diapo suivante. Il y avait non seulement donc, ces 1600 hectares ou 450 hectares même artificialisés, mais en plus de ça, il y avait au nord de Nantes énormément de projets de ZAC qui venaient le long de deux quatre voies vers cet aéroport. Et en tout, on avait calculé que ces dizaines de ZAC, pardon, risquaient d'artificialiser environ 500 hectares supplémentaires. Donc ça, c'était juste sur les ZAC. Ensuite, il y avait les lotissements, enfin toutes les villes, la ville de Nantes qui allait vraiment s'étaler comme ça vers le nord. Et c'était donc il n'y avait pas uniquement le risque de l'aéroport, mais tous les étalements urbains qui étaient liés à l'aéroport. Diapo suivante. Sachant que Nantes, vous allez le voir, en 1960, c'était une ville qui occupait, j'ai plus le chiffre en tête, mais enfin voilà, à gauche, à la même échelle, vous avez le territoire avec l'occupation de Nantes en 1960, les territoires urbanisés, et Nantes aujourd'hui. Ça, c'était en 2017, mais globalement, c'est une ville qui s'est beaucoup étalée en 50 ans, en 60 ans, avec donc une population qui a aussi augmenté, mais pas autant que ces surfaces urbanisées. Donc ce risque, c'est un territoire qui est très plat, la région nantaise, et le risque d'aller encore étaler la ville était vraiment présent par rapport à cet aéroport. Voilà. Vraiment ce qui nous touchait. Donc déconstruire le projet, ça a été de rentrer vraiment dans les plans, dans le projet qui était proposé et on s'est rendu compte en ayant les plans sous les yeux de Notre-Dame-des-Landes et de l'aéroport existant que le projet d'aéroport était plus petit que l'existant en réalité, dans sa première phase en tout cas. Et ça a fait un petit article dans le Canard enchaîné, donc ça c'est un exemple, mais il y a eu plein d'autres exemples, et Jade Lingard aussi a pu en parler dans les colonnes de Mediapart. Et on a même sorti donc, ce qu'on appelle le dossier de vin de la DGAC avec tous les mensonges, parce qu'il y en a eu un certain nombre, et souvent ces grands projets sont basés sur des mensonges. C'est même quelque chose de récurrent en fait, et qui sont pas forcément visibles pour le grand public, mais pour nous qui sommes un peu aguerris à ces questions-là, on peut, je pense, vraiment les lire de manière
enfin, c'est souvent assez évident. Et là, ça l'était en fait dans le cas de Notre-Dame-des-Landes où on voyait que finalement, à part le centre commercial qui était prévu au centre de l'aéroport et qui était la zone d'attente, en fait, un immense centre commercial, le reste, le nombre d'emplacements pour enregistrer les bagages, même le nombre de portiques, etc., tout était réduit en fait. Donc peut-être que c'était prévu d'aller plus vite, etc., mais en réalité, c'était des économies et il s'agissait vraiment de créer, enfin, c'était un projet qui misait plutôt sur le foncier et sur justement l'étalement qui allait se faire vers Nantes. C'était des projets immobiliers, il y avait toute une économie là-dessus, et pas sur le projet lui-même. On est sur un aéroport qui reçoit, je n'ai plus le chiffre en tête, mais qui doit être autour de 4 millions de passagers. Donc, c'est pas non plus, on est loin d'Orly ou de Roissy, des grands aéroports français. La diapo suivante. Voilà. Donc, en 2014, on a monté ce qu'on a appelé un atelier citoyen. On s'est rendu compte que il y avait moi, j'étais avec un autre architecte nantais quand on a monté ça. Il y avait déjà pas mal de gens qui étaient impliqués, notamment des pilotes qui étaient déjà engagés. Il y avait des anciens contrôleurs aériens aussi. Et on s'est dit, tous ces gens-là, on peut les réunir. Et donc, fin 2014, on a lancé un appel pour réunir tout ce monde qui avait des connaissances sur plein de sujets et pour dire, voilà, nous, on va proposer une alternative, on va monter cet atelier citoyen en montrant qu'il est possible de réhabiliter l'aéroport existant. Donc, ça sera l'alternative contre le projet Notre-Dame-des-Landes. C'est ce qu'on a fait. On a sorti les 8 publications là, qui sont là, avec donc les différents domaines d'expertise sur l'aérogare, sur l'urbanisme, sur les questions de bruit qui sont essentielles par rapport à cet aéroport, sur la piste existante. Enfin, voilà, il y avait plein de sujets et on a sorti ces contre-expertises qui ont été lus. Enfin, on a fait pas mal de lobbying aussi après avec ces dossiers qui sont toujours en ligne aujourd'hui, qui peuvent être encore consultés, pour montrer que voilà, c'était idiot de construire cet aéroport. Ça a été ensuite utilisé on a rencontré les médiateurs qui ont permis d'enterrer ce projet. Et ça a été une des choses utiles. Bien sûr, il n'y a pas eu que ça. Donc là, on a des exemples. On va passer sur la Z. Il y a eu des exemples, là voilà, des exemples de ces dossiers. Globalement, il n'y a pas eu, bien sûr, que ces expertises. On connaît tous la ZAD dont on va parler tout de suite, j'ai l'impression, Raphaël et Martin, et peut-être Jade aussi, qui la connaissent bien. Bien sûr, il y a eu la ZAD qui ont permis de bloquer les terrains pendant toute la lutte. Mais voilà, ce que nous, comme urbanistes architectes, on a pu apporter, c'était ça. Du coup, je laisse la parole Raphaël et Martin. Bon, alors, l'image qu'on a souvent de la ZAD, surtout celle de Notre-Dame-des-Landes, qui a été une des premières à tenir sur une aussi longue durée, et surtout à avoir un succès à la fin de la lutte, ça a toujours été celle du combat et d'une horde d'extrémistes planqués dans une forêt pour défendre on ne sait quel reptile, soi-disant ne vivant que là. Je fais allusion au triton crété qui a d'ailleurs servi de prétexte légitimement à comment dire des enquêtes environnementales refusées. Bon, en tout cas, donc territoire en lutte, certes, mais pas que. Alors évidemment, c'est l'image. Attendez voir, ça avance. Voilà, l'image qu'on en a, c'est toujours la lutte de quelques habitants de cabanes contre des hordes de CRS. Là aussi, ça a été le cas effectivement à 2 reprises ou 3 reprises. Il y a eu de grandes opérations d'expulsion qui ont duré plusieurs jours, enfin qui ont occasionné plusieurs jours de combat dans la forêt. Mais finalement, c'est pas tant ça qui nous intéresse en réalité. C'est plutôt la force de solidarité qui s'est constituée. Alors certes par la lutte et dans la lutte et parce qu'il y avait un objectif commun qui était d'empêcher la construction de cet aéroport, surtout à partir mettons autour de 2008, alors que le projet est relancé, alors qu'il avait été quasiment enterré. Donc cette solidarité qui fait que pour opposer la force de la population aux gendarmes,
on a été jusqu'à transporter des structures, ici le Gourbi, un lieu-dit qui avait accueilli une halle détruite par les gendarmes, reconstruite à 1 kilomètre de là, transportée la nuit par une foule de gens sur place, reposée le lendemain, redétruite par les gendarmes et rebelote. Bon, autant dire que donc c'est la masse et la solidarité de la lutte de monsieur, madame, tout le monde qui était sur place, mais aussi évidemment des paysans réunis dans une association, ce qu'on appelle généralement des marginaux, mais enfin qui habitaient quand même sur la ZAD dans leur cabane, et de gens venant exprès pour lutter, même des grandes villes, quoi. Donc même des urbains qui a priori n'avaient aucun lien particulier avec cette zone en lutte, si ce n'est que justement elle représentait un combat contre une vision du monde qui, j'espère, plus personne ne partage. En tout cas, le fin mot de la ZAD de Notre-Dame-des-Landes, c'est l'installation ou la tentative d'installation, puisque c'est encore en cours, des habitants qui sont restés, qui ont choisi de ne pas s'arrêter avec la fin du combat et l'abandon du projet, l'installation dans des baux agricoles en collectif, la réinvention d'un mode de maraîchage à l'échelle des humains, avec peu de moyens, avec peu de machines surtout, ce qui est particulièrement intéressant, et mine de rien, on va peut-être passer à celle-là avant, mine de rien, la capacité de produire une quantité inouïe de nourriture pour l'ensemble de la ZAD en collectif. Et donc chacun, par la négociation permanente, pour ainsi dire, par des réunions de concertation absolument permanentes et dont on sait qu'elles peuvent être aussi assez éprouvantes, chacun trouve finalement sa place et contribue à sa manière, selon qu'il veuille être agriculteur, lutteur, bref, constructeur, charpentier, forestier, métallier, enfin, boulanger. Tous les métiers se retrouvent finalement créés par des gens qui le faisaient avant ou dont c'était déjà le métier ou qui s'y sont mis sur la ZAD. Finalement, la répartition des rôles se fait de manière un peu naturelle dans le dialogue constant et permanent. Bon, donc ça, c'est ce qui est particulièrement intéressant, c'est la création de ce milieu de vie, de cette société naturelle, pour ainsi dire, parce qu'elle vit dans la nature sur donc 1600 hectares, Yvan l'a dit. Il doit y avoir actuellement quelques centaines d'habitants sur cette zone, donc ça fait une densité relativement faible, mais qui est donc un hybride entre quelques hameaux habités et le bocage en pâturage et en champ. Ici, une construction en dur, pour le coup, puisque depuis 2018, en 2018 en tout cas, donc après l'abandon du projet d'aéroport, a quand même lieu une expulsion massive, destruction des cabanes, la centaine ou plusieurs centaines de cabanes qui avaient été installées au fil des années. Mais depuis, comme les choses se calment et que les habitants vont vers une légalisation, une installation définitive, des bâtiments permanents sont finalement construits et ils sont nettement plus conséquents aussi que ce qui avait pu exister auparavant. Ici, c'est la halle de rencontre générale au centre de la ZAD, à 2 pas de la forêt de Roanne. Une de celles qui servent régulièrement, c'est l'Ambasada, construit par exemple par un architecte dont c'est le métier. Bon. Et évidemment, construit un chantier participatif. Voilà. À quoi passe-t-on ensuite? Voilà, Yvan. Juste avant, peut-être, Jade, tu veux peut-être compléter justement sur la ZAD et sur la ZAD peut-être avant 2018 et après, maintenant, comme tu connais assez bien. Ouais, salut. Écoutez, c'est-à-dire qu'il y a beaucoup de trucs, il y aurait beaucoup de choses à dire. Peut-être, qu'est-ce que je pourrais dire en complément de manière synthétique? Je pense que c'est une expérience hyper importante, en fait, l'histoire de Notre-Dame-des-Landes, que ce soit l'histoire de la critique de son aménagement et que ce soit l'histoire de l'occupation de la ZAD et ce qu'elle devient aujourd'hui. Enfin, pour moi, c'est un moment mais matriciel de réinvention des mouvements écologistes
européen, parce que ça infuse vraiment pas qu'en France. Et en même temps, enfin, peut-être que je pourrais partager ça avec vous. Moi, voilà, c'est un mouvement que j'ai énormément suivi. Je suis beaucoup allée sur la ZAD, je me suis impliquée, donc c'est un mouvement dont j'ai été vraiment très proche. Et ça ne m'empêche pas de constater avec une partie des personnes qui habitent toujours sur place que pour autant, c'est une manière en fait, de défendre les territoires qui n'est pas la solution dans le sens qui est peu partageable. Et que les conditions en fait, de création, d'existence et de défense de la ZAD de Notre-Dame-des-Landes ont finalement été très particulières et peut-être pas uniques, mais en tout cas très singulières et très difficiles à reproduire ailleurs. Et que par ailleurs, si on essaie de faire un peu un bilan en termes de défense des terres de l'histoire de la ZAD, c'est qu'il y a eu plus de 10 ans de lutte pour défendre 1600 hectares contre l'artificialisation. Donc certes, ça a marché et encore une fois, je pense que c'est un mouvement qui est très important pour plein de raisons, quoi, qui est fécond sur plein d'aspects. Mais en revanche, ce qui est sûr, c'est que si on met 10 ans à défendre 1600 hectares, ça ne va pas le faire en fait pour défendre les territoires. Et donc, de ce point de vue-là, je peux peut-être juste vous signaler que, déjà, voilà, faire ce constat que si on rapporte en fait à la matérialité en fait des terres défendues, on n'est pas du tout à l'échelle en fait de ce qu'il faudrait faire en termes de mobilisation. C'est pas du tout une critique de la ZAD, hein, c'est juste pour dire que c'est plus une critique du reste de la société. C'est-à-dire qu'on ne peut pas attendre que des ZAD se créent un peu partout pour défendre les territoires contre l'artificialisation. Et la deuxième chose, c'est que du coup, il y a tout un processus de discussion qui s'est mis en place depuis le début de l'année dans le cadre d'un mouvement qui s'appelle les soulèvements de la terre et qui part en fait de ce constat de se dire, voilà, à la fois l'artificialisation des terres vraiment de manière écocidaire se poursuit. Donc, l'expérience de la ZAD est insuffisante pour mettre en place les garde-fous, les protections pour ces terres. Donc, essayons d'imaginer d'autres manières de continuer à défendre ces terres d'une façon, on va dire, un peu offensive. Et que ce qui a commencé à se mettre en place, c'est une série d'occupations, blocages et manifs depuis le début de l'année, donc autour de jardins partagés, terres agricoles menacées par des projets d'aménagement. Donc ça, c'est ce qui s'est passé sur le premier semestre 2020, aussi bien à Rennes contre l'extension, un projet d'extension du stade rennais, qu'à Besançon contre un projet d'écoquartier qui menace des jardins ouvriers, les jardins des Vettes, que en Haute-Loire, voilà, et que ce qui s'est passé et à Paris, en Île-de-France, plutôt le pendant en fait francilien, ça a été des blocages de centrales à béton. Et en fait, ce que je trouve intéressant, et juste pour terminer, c'est que du coup, dans la suite du mouvement de la ZAD, en fait, le mouvement des soulèvements de la terre, il essaye de réunir des mouvements paysans et donc des gens qui agissent en ruralité avec des personnes qui agissent plutôt dans le milieu urbain donc de faire ce lien ville-campagne et aussi de faire le lien entre, d'un côté, occupation, blocage, voire sabotage, parce qu'il y a eu des sabotages contre les centrales à béton de Lafarge sur le port de Gennevilliers, ce qui s'est passé fin juin, mais sabotage et aussi mise en culture. Et donc, ce que je trouve intéressant, c'est que ça essaye de sortir justement des clivages et des oppositions qui sont souvent faites par les personnes extérieures à ces mouvements, méchants zadistes, barricadiers versus gentils paysans. Là, c'est un peu un prolongement en fait de ces liens qui ont été tissés dans le mouvement d'occupation de Notre-Dame-des-Landes. J'ajouterais à ce que tu dis que la lutte de la ZAD de Notre-Dame-des-Landes, en l'occurrence, n'a pas seulement eu lieu physiquement à Notre-Dame-des-Landes, mais qu'elle a fait aussi l'objet d'un nombre incalculable de publications, de pamphlets, de livrets, de textes, de discussions, de documentaires qui sont tous très importants parce que même si la production de la ZAD est assez particulière, parce qu'elle est souvent très longue, parfois un peu sibylline, elle requiert de savoir un peu quand même de quoi il s'agit pour comprendre les sous-entendus qui parfois y traînent, il n'empêche qu'il y a là un fond énorme de réflexion sur comment vit-on collectivement, pourquoi lutte-t-on, alors certes, initialement comme un aéroport, mais pourquoi lutte-t-on une fois qu'il n'y a plus de raison de lutter, pour quel monde veut-on lutter?
Martin a gentiment glissé quelques liens dans les commentaires. Vous retrouverez un excellent, je trouve, article, un excellent essai plutôt écrit à 4 mains qui s'appelle Considération sur la victoire que nous avons republié, qui était sorti sous forme de livret il y a 2 ans, il me semble, à la zone, et que je vous invite à lire si ces questions-là, en particulier des raisons de la lutte, des temporalités de la lutte et du collectif vous intéressent. Et sur les soulèvements de la terre aussi, Martin a glissé d'autres liens également. Donc, on va passer de 1600 hectares de Notre-Dame-des-Landes à non, elle revient. Aux 750 hectares du triangle de Gonesse, dans le nord de Paris, avec le projet Karma. Donc, c'est aussi une alternative, enfin, un projet d'alternative pour ce territoire de Gonesse. Donc, vous avez tous sans doute entendu le projet, parler du projet d'Europa City. Et donc, bon, ce projet est abandonné. Maintenant, il y a toujours un projet de gare du Grand Paris Express qui va venir s'y implanter de manière totalement inutile, parce que visiblement, une gare en plein champ, c'est pas très utile. Et là, en fait, ce qui a été fait avec le projet Karma, donc que vous connaissez peut-être pas, mais qui donc, a quand même aussi été pas mal diffusé dans les médias et comme une alternative possible, c'était de dire, en fait, il est important aujourd'hui de se réapproprier la question de l'alimentation localement, donc de réfléchir à comment faire non pas de l'agriculture urbaine, ça on sait que ça ne fonctionne pas forcément, mais de l'agriculture périurbaine pour les habitants des quartiers environnants, pour aussi les former à ces questions-là, enfin se former à l'agroécologie, pour réintroduire l'agriculture dans un cycle plutôt vertueux, enfin un cycle de compostage des déchets et puis d'alimentation en circuit court avec des AMAP, etc. Et donc le projet Karma qui lui a commencé autour de 2018-2019, essaye de démontrer ça. Donc pour l'instant, ça n'est qu'à état de projet, mais il y a eu pas mal d'experts en agroécologie qui ont participé à ce projet. Enfin, c'est quelque chose de vraiment intéressant pour rentrer dedans. Et il y a eu aussi justement le réseau des AMAP qui ont travaillé dessus, Terre de Liens. Enfin, c'est un projet qui au départ était porté par Terre de Liens, avec le réseau des Biocop aussi. Enfin, voilà, donc pas mal d'expertise et de travail sur ce projet pour dire que on pouvait en fait transformer différemment ce triangle agricole qui est justement paradoxalement, et lui est protégé par un aéroport, est protégé notamment par l'aéroport du Bourget, enfin par la zone de bruit de l'aéroport du Bourget. Donc on ne peut pas y faire de logement, mais on peut ce que voudrait faire le gouvernement et les promoteurs, les aménageurs, ça serait d'y construire des zones d'activité ou des choses comme ça. Voilà, donc ça, voilà, le projet Karma, donc c'est une autre alternative. Et puis une toute petite, donc là on était sur 300 hectares, mais on va diminuer. Tu disais, Jade, qu'on a lutté 10 ans pour sauver que 1600 hectares. Bon, un peu plus, parce qu'il y a quand même toutes les zones d'activité qui profitaient de l'aubaine, qui ont été évitées aussi. Donc on peut dire que c'est un peu plus que 1600 hectares. Mais bon, là c'est 300 hectares urbanisés. Et actuellement on lutte pour 1 hectare. À Aubervilliers, donc c'est la diapo suivante. Ouais. Donc ça c'est le projet Karma encore. Et à Aubervilliers, on lutte pour préserver 1 hectare de jardins ouvriers. Ces jardins, ils ont presque 100 ans aujourd'hui. Ils sont donc là où on les voit sur la diapo. On a toute la couronne boisée du fort. Et juste en dessous, les jardins ouvriers, il y a un peu plus de 7 hectares de jardins actuellement. Et il y a 1 hectare qui sont menacés par la construction, non pas d'une piscine olympique, mais d'un solarium qui se trouve juste à côté de la piscine olympique. Un solarium, alors qu'il pourrait être sur la toiture, là, on est tous d'accord, mais en fait, juste derrière ce solarium, Grand Paris Aménagement a eu la bonne idée de prévoir un îlot de bureaux, d'hôtels, etc., donc sur 4000 m². Et il y a aussi un projet de gare du Grand Paris Express qui, malheureusement, ne tient pas sur le petit parking que vous voyez là juste à côté de Zingaro et doit déborder aussi sur ces jardins. Donc,
globalement, on se dit qu'on se moque du monde parce que le parking, il fait à peu près 2 hectares. On pourrait tout loger et une piscine d'entraînement olympique et une gare sur ces 2 hectares. Et non, il a fallu que Grand Paris Aménagement dise on va venir manger sur les jardins à côté, mais notamment pour y vendre des terrains aux promoteurs. Donc là, on voit donc, le projet, le plan masse de Grand Paris Aménagement avec cette piscine d'entraînement olympique et ce projet de métro pour la ligne 15. Donc ça, c'est des luttes qui sont aussi basées sur, enfin je disais des mensonges, mais c'est pas forcément des mensonges, mais c'est quand même des choses qui sont assez malhonnêtes parce que ces jardins et la couronne boisée qu'on voit ici du fort, donc sont dans une zone assez dense de pantins et d'aubervilliers, même très dense, où il y a très peu d'espace vert, et donc ont été identifiés par le schéma directeur de l'Île-de-France, le SDRIF, schéma directeur régional d'Île-de-France, comme une zone à préserver. Le PLU a fait fi, ce qui est totalement, là, en termes de légalité, et d'ailleurs, il y a un recours qui a été déposé pour ça, c'est abstenu de suivre ce qu'indiquait le schéma directeur d'Île-de-France pour en fait venir urbaniser. Donc là, on voit la zone de la gare, la zone UG, la zone de la piscine UGP et la zone UM qui est donc une zone urbanisée en hôtel et en bureau. Et là, en fait, là où il y a un mensonge complet, c'est que d'une part, quand il y a eu des concertations, on a toujours dit aux jardiniers, ne vous inquiétez pas, vos jardins ne seront pas impactés. On leur a dit ensuite, bon, la gare va déborder un petit peu, la piscine aussi, mais on ne leur a jamais parlé de cette zone UM avec des bureaux, des hôtels, etc. Donc là, en fait, on chasse les jardiniers en leur disant, maintenant, on doit construire une piscine olympique. En réalité, la piscine, elle tient largement sur le parking à côté. C'est seulement le solarium de la piscine qui lui va venir sur les jardins. Et c'est surtout dans le prolongement de ce solarium, cette zone UM qui sera urbanisée, qui est prévue d'être urbanisée. Donc là, il y a des recours qui sont en cours. L'utilité des urbanistes et des architectes dans ce type de lutte, c'est de dire, regardez, regardez les mensonges ou les malversations qui sont derrière, tout ce qui n'est pas dit, en tout cas, dans les concertations. Voilà, en quelques mots, je pense qu'il y a une diapo après, parce que là, on peut aller plus loin, et Martin, Raphaël et moi, la diapo suivante, on est sur la photo qui suit. On est venu construire un mur en paille, bon, pas que tous les trois, on était nombreux, et Jade aussi est venu nous aider, pour faire une sorte de muraille comme ça, de résistance en paille, en terre-paille. Bon, voilà. C'est notre main à la pâte dans l'occupation qui est encore en cours et qui est menacée d'expulsion tous les jours. Bon, quelques photos des jardins à défendre, donc, qui sont d'ailleurs réellement à défendre depuis hier, puisque depuis vendredi, pardon. Bon, le temps passe vite. Depuis vendredi, car un huissier a déposé l'instruction d'évacuer. Et d'ailleurs, c'est une lutte assez étrange à nouveau, dans la mesure où, et une sorte de miroir à petite échelle aussi de la ZAD de Notre-Dame-des-Landes, dans la mesure où l'association qui regroupe l'ensemble des jardiniers et qui donc avait le bail sur ce coteau, sur le glacis, pour l'installation des jardins ouvriers, elle, puisque la majorité des terrains ne sont pas touchés, elle veut bien céder cette partie que vous voyez là à Grand Paris Aménagement pour la construction des hôtels et compagnie. Donc, évidemment, c'est un peu plus compliqué en fait. Ils ont un peu le couteau sous la gorge, les jardiniers. On leur a dit parce que les terrains appartiennent à Grand Paris Aménagement. Ce que Grand Paris Aménagement leur a dit, c'est soit vous êtes expulsés, enfin on ferme votre association et en tout cas c'est la menace qu'ils ont eue donc soit vous partez tous, soit vous signez pour effectivement libérer ces 19 parcelles pour faire le solarium. Donc, même si il y aurait dû avoir une résistance collective, on est en face de retraités, d'ouvriers, de gens qui ne comprennent pas forcément très bien. D'ailleurs, il y a même des gens qui sont totalement illettrés, qui ne savent même pas lire,
qui globalement ont pas voulu rentrer dans cette lutte en majorité. Après, il y a quand même une partie des jardiniers qui sont dans la résistance. Mais l'association des jardiniers, effectivement, n'a pas voulu rentrer dans la lutte en disant nous, on veut juste préserver nos parcelles. Et on laisse les 19, sachant que Grand Paris Aménagement était assez malin pour dire vous inquiétez pas, les 19 qui sont impactés, on les déplace un peu plus loin. Donc, on vous donne d'autres terrains en échange. Voilà. Donc, bon, c'est. Ça reste à voir. En tout cas, sur la Jade, je sais pas, Yvan, si c'est toi ou Jade ou Dolores ou quelqu'un d'autre qui a eu cette idée assez hautement symbolique de construire une muraille en botte de paille, de faire le premier mur anti-bulldozer, mais qui n'abîme pas le bulldozer. On espère qu'il y aura bientôt un essai justement pour tester ça, et si ça fonctionne, on fera on déposera un brevet et on reversera tous les gains à la lutte pour toutes les ZAD dans le monde entier. Et donc, Yvan et il y a quelques pailleux, on a commandé de la paille vers Fontainebleau, je crois, chez un courtier en paille, et 400 bottes sont arrivées au petit matin. Une chaîne nombreuse de jardiniers, mais aussi de zadistes venant de Gonesse, de Saclay, et aussi plein de jeunes militants de Saccage 2024, qui est le groupe qui se bat contre les JO et la bétonisation liée aux JO. Une chaîne humaine s'est faite à transporter les bottes par-dessus les barbelés jusqu'au fin fond du jardin. Et là, on a élevé une muraille en redans, justement, sur une trentaine un peu plus de 30 mètres de long. Il y avait quoi, 6-7 bottes de haut, ça fait 2,50 m, quoi, 2,30 m, 2,50 m, avec quelques broches qu'on avait pu récupérer, des dons des jardiniers ou des riverains, ou alors à la réserve des arts, on avait pu récupérer pas mal de tasseaux qui ont été taillés et sciés bon an, mal an. Et on a pu brocher les bottes les unes avec les autres. Et il y avait, oui, 70 personnes ce premier jour, de 4 ans à 90 ans. Enfin, c'était hyper, très sympa. En plus, il faisait un temps magnifique. On se demande pourquoi ils veulent construire un solarium, parce qu'on a tous pris énormément de couleurs ce jour-là. C'est quand même assez incongru. Et c'était vraiment un moment assez génial. Et plein de gens qui, en plus, découvraient la construction paille à ce moment-là aussi, par ailleurs. Donc, on était tout contents de pouvoir en parler et en vanter les mérites. Et je sais pas si tu veux rajouter, il y a d'autres photos. Ouais. Voilà. Non, mais toute la science des architectes à l'œuvre pour défendre des jardins. On va voir si la géométrie du mur résiste. Et puis, on a même fini par tester une voûte en paille. Un voûtin. Oui, on va pas exagérer non plus. Il y a une tour dont d'ailleurs cette photo-là est prise. Évidemment, la visite. Ah oui, c'est la police, là. Ouais. Ils sont arrivés en fin de journée. Bon. Mais finalement, il n'y avait rien à reprocher parce que qui joue avec de la paille, franchement. Oui, non, justement, c'est ça qui est drôle. On peut pas nous dire qu'il y a atteinte au bien public, ça abîme pas ni leur matraque, ni leur bulldozer, ni leur bouclier. Hein, c'est très doux, la paille. En fait, finalement, c'est une résistance pacifique. Il n'y a pas de dommage à quiconque, quoi. C'est tout doux. Comme on dit, dites-le avec des fleurs. Là, nous, on le dit avec de la paille. C'est aussi poétique comme langage. Mais le fait que ce soit en botte est peut-être un peu plus, un peu plus marqué. Et justement, Jade parlait tout à l'heure des soulèvements de la terre, qui était pendant tout le printemps et qui s'est terminé la dernière semaine de juin en Île-de-France avec une action qui s'appelait le Grand Péril Express, dont les deux points forts actuels, enfin les deux zones de lutte étaient donc les jardins d'Aubervilliers et le plateau de Saclay. Et évidemment, comme Jade l'a dit, il y a eu 2-3 opérations coup de poing dans les cimenteries du port de Gennevilliers et du port de Javel, avec effectivement quelques actes de sabotage. J'ai mis en lien dans la conversation des articles de Jade à ce sujet. Et la conclusion du Grand Péril Express s'est tenue sur la ZAD de Saclay,
comme on pouvait le constater, il n'y a effectivement absolument rien. Alors, c'est un peu dangereux sur la dernière partie pour y arriver à vélo, je vous signale quand même. C'est pas extra. Mais bon, ça se fait quand même. Surtout qu'il y a la vallée de la Bièvre, juste avant, qui est vraiment très jolie pour pédaler, c'est très cool. Et on arrive dans cette zone au milieu des champs où tous les plus... C'est quoi, il y a combien de Pritzker qui construisent à Saclay? Il y en a 2 ou 3, je crois. Bon, voilà, ils ont le Pritzker, mais ils n'ont pas forcément... Ouais, il leur manque quelque chose pour construire là, mais et il y a cette ZAD qui s'est constituée tout doucement, bon an mal an, où voilà, il y avait la conclusion du grand péril et justement la discussion pour imaginer la deuxième saison de Soulèvement de la Terre à l'automne et qui débuterait avec le 17 septembre avec la 4e journée contre la réintoxication du monde. Je ne sais pas si vous y avez déjà participé. Ces journées-là, il y a eu le 17 novembre, le 17 avril, et j'en oublie un parce que c'est la 4e, j'ai oublié le premier. C'était le 17 juin, après 17 le juin, déconfinement. après le déconfinement, c'est ça. Et dans ce jour-là, on invite, enfin, les organisateurs, les associations militantes invitent tout à chacun à bloquer différents mines, usines, tout ce qui pollue, tout ce qui représente le BTP, etc., et qu'il faut bloquer. Et donc, il y a plein d'actions vraiment citoyennes, très spontanées, qui se déploient dans toute la France. C'est assez incroyable comme énergie, je trouve. Mais là, justement, Jade participait aux discussions sur les prochains soulèvements. Donc, moi, j'écoutais que d'une oreille timide au 3e rang. Donc, je laisserai Jade plutôt en parler. Si tu veux. Activer. Vous m'entendez là ou pas? Oui, c'est bon. J'ai eu une désorganisation de mon écran d'ordinateur. Voilà. Ok. Non, mais que dire en complément bon, donc il y a cette esquisse en fait d'un espace militant, comme vous l'aurez compris, qui essaie de mettre un peu, de continuer une composition, comme on dit, qui avait commencé sur la ZAD de Notre-Dame-des-Landes et qui donc est basée sur la rencontre de différents collectifs militants, ville-campagne et tout ça, comme je disais tout à l'heure, mais pas uniquement. Et en fait, moi, un des points qui me semble les plus intéressants, et peut-être que ça peut, toucher plus directement les architectes et urbanistes là, qui participent à cette discussion, c'est la question du rapport aux habitants. Parce que aux habitantes et aux habitants des quartiers concernés par ces aménagements. Parce que en réalité, ce qu'on décrit depuis tout à l'heure, ZAD, Soulèvement de la Terre, etc., sont quand même des espaces qui sont principalement portés par des gens qui sont déjà impliqués dans des activités politiques, militantes, mais, et que l'un des enjeux quand même assez fondamentaux de ces mobilisations locales, c'est l'enjeu de réappropriation de territoires par les personnes qui les habitent. Et moi, il me semble, par rapport à ce que disait tout à l'heure, à ce que décrivait Yvan tout à l'heure sur les mensonges, les omissions, l'opacité de tous ces processus d'aménagement, une des choses qui me semble les plus choquantes, c'est la manière dont les habitantes et habitants en fait, sont complètement mis de côté en fait, par ces projets d'aménagement. Dans le sens où non seulement rien n'est fait pour leur donner accès à l'information, que ce soit les informations de dossiers d'enquête publique, quand il n'y a pas de dossier d'enquête publique, d'informations et d'affichage correct concernant ce qui se prépare dans leur quartier, mais d'une manière presque un peu plus grave, si je puis employer ce mot, c'est que en fait, ces personnes voient arriver dans leur quartier des projets d'aménagement qui ne sont pas pensés avec eux, mais ni même pour eux, d'une certaine manière.
Et ça, c'est flagrant dans le cas des jardins d'Aubervilliers, mais c'est frappant aussi dans le cas de Saclay, dont parlaient Martin et Raphaël à l'instant. Saclay, la raison pour laquelle il y a une ZAD à Saclay, c'est qu'il y a une mobilisation contre une gare du Grand Paris Express. Gare du Grand Paris Express, en fait, qui est quand même très liée à ce qui est déjà en place autour du CEA et de tout le pôle un peu de recherche R&D universitaire, etc., qui se construit depuis une dizaine d'années autour de Saclay, mais pas pour les autres habitants, en fait, et notamment les agriculteurs bio qui prêtent leur champ aux personnes qui essaient d'occuper la petite ZAD de Saclay. Et en fait, moi, si on essaie de réfléchir à comment faire, enfin, quel pourrait être le rôle d'architecte ou d'urbaniste un peu critique de ces processus par rapport à ces mobilisations qui se mettent en place, ben, il me semble que cet aspect-là peut peut-être vous toucher plus directement, puis vous créer en tout cas un espace vraiment, comment dire, plus qu'utile, quoi, dans un travail qu'on pourrait imaginer à la fois d'explication, de décryptage et de fourniture, en fait, d'éléments d'analyse et d'éléments critiques, de contre-expertise face à des projets. En fait, il faut se représenter ce que c'est quand on est habitant d'un quartier populaire ou pas populaire, mais en tout cas qu'on essaie de vivre sa vie dans l'endroit où on habite et qu'on voit d'un coup débarquer des projets qui sont ficelés souvent depuis des années, qui sont hyper difficiles d'accès, en termes de vocabulaire, en termes de culture juridique, en termes de compréhension même urbanistique des espaces. C'est quoi un hectare, ça veut dire quoi une ZAC, voilà, tous ces trucs-là. Et donc, pour moi, en tout cas, l'une des raisons pour lesquelles, en tant que journaliste, je travaille beaucoup là-dessus, et que, en tant qu'habitante d'Aubervilliers, en l'occurrence, je m'implique aussi d'une certaine manière dans ces collectifs, c'est parce qu'il me semble qu'il y a des enjeux d'écologie très forts, que vous aurez bien compris, des enjeux de démocratie très forts et tels que Yvan en a parlé, mais moi je trouve aussi des enjeux de justice, en fait, de justice sociale et de justice environnementale, comme on dit beaucoup aux États-Unis depuis plusieurs décennies, c'est-à-dire ce croisement entre le moment où se croisent les enjeux d'écologie, de justice sociale, de risque de discrimination, voire de processus de mise à l'écart de certains quartiers, avec tout ce que ça charrie en termes de gentrification. Enfin, voilà, ce qui est en train de se passer en Seine-Saint-Denis, de ce point de vue-là, est quand même hyper impressionnant. Et que face à ça, les habitants et habitantes mobilisés, sont très peu nombreux, ils sont extrêmement peu nombreux, mais il y a vraiment très très peu d'habitants en fait mobilisés, alors que quand vous discutez un peu à la volée, quoi, avec des voisins ou des voisines, on voit bien que potentiellement il y a beaucoup de gens en fait qui sont choqués par ce qui se passe, mais qui sont complètement démunis. Et de ce point de vue-là, ce type de discussion-là ce soir, si ça permettait de créer des réseaux, des rencontres qui pourraient donner quelque chose qui pourrait venir en soutien, en accompagnement des personnes directement concernées, je trouve que ce serait très utile parce que, pour terminer, moi, je trouve que ce que j'observe dans ces projets, globalement, c'est que les positions des aménageurs sont hyper problématiques dans la manière dont ils communiquent, dans la manière dont les informations en fait sont hyper biaisées, la manière dont les concertations, les soi-disant concertations sont organisées de manière hyper ciblée, hyper biaisée. Et là, il y a un énorme enjeu de recréation d'un véritable espace public, quoi. Un espace public au sens véritable du terme, c'est-à-dire avec un partage d'informations qui mettent les gens à peu près à égalité, au moins en information. Et après, à chacune et à chacun de faire son chemin par rapport à ça. Et c'est pas il y aura forcément des personnes qui seront d'accord avec les gares du Grand Paris, et très bien qu'elles soient d'accord. Mais en fait, la plupart des personnes aujourd'hui, elles n'ont même pas d'avis parce que à aucun moment, en fait, n'aura été offerte la possibilité de se faire un avis démocratiquement informé sur ces sujets. Et je trouve que, de ce point de vue-là, je ne sais pas quelle forme précisément ça pourrait prendre, mais que ce serait vraiment utile de réfléchir à un rapprochement de ce type. Un petit poème glané à la ZAD. À la ZAD de Saclay. Évidemment. Bon, et pour terminer, sauf si Yvan va parler de
Zaclay. Non, mais Zaclay, je connais pas du tout, mais je pense que là, ce que vient de dire Jade ouvre bien le débat, en fait. Je sais pas si, enfin, si vous avez terminé ou pas, mais en tout cas, si. Non, j'aimerais bien parler de quelque chose, d'une petite zone occupée qui me plaît beaucoup. Qui me plaît beaucoup parce que justement, elle se passe de toute la publicité néfaste qu'ont eu d'autres ZAD, comme terrain de guerre, pour ainsi dire, entre militants et CRS. Ça se passe en Belgique, comme ça on part un peu en voyage aussi. Pour terminer, je vais faire assez vite. Donc l'histoire est la suivante. Les Belges, comme vous le savez, ne s'entendent pas très bien entre Wallons et Flamands. Donc au début des années 70, l'université de Leuven en Flandre décide qu'il faut expulser les francophones. Création d'une ville nouvelle, Louvain, donc la Neuve. Bref, on est autour de 75. Une ville en béton, une ville sur dalle, un urbanisme absolument délétère. D'ailleurs, vous voyez bien que franchement, ça donne pas envie, cette espèce d'énorme place, et puis tout le reste de la ville est du même avenant. Bon, et face à cela, évidemment, donc, cette ville créée dans un champ de patates n'était pas réellement créée dans une zone vide d'humains. Il y avait bien des villages, quelques hameaux qui étaient là, dont le hameau de la Baraque, avec quelques paysans installés depuis des générations, forcément. Et donc, les premiers étudiants francophones qui arrivent sur place et leurs enseignants, leurs professeurs, les deux combinés, décident d'entrer en résistance contre la construction de la ville bétonisée et installent leur première maison sur les anciens terrains ou les terrains de ce hameau. Et donc, années 70 oblige, architecture prospectiviste, les dômes à la Buckminster Fuller. Une grande baie vitrée vers le sud. Bon, là, on ne parle pas encore trop d'architecture écologique. Vous voyez tout le goudron qui est tartiné sur le dôme. C'est peut-être un enduit plâtre ou terre chaud à l'intérieur, mais enfin, il reste que les premiers habitats, qui donc datent des années 70, les premières cabanes sont en fait assez simples et correspondent bien à ce que recherchait la nouvelle vague d'étudiants en architecture à l'époque. Hop, qu'est-ce qu'on a? Donc, en fait, la Baraque, aujourd'hui, c'est à 2 pas de Louvain-la-Neuve, une ville à part, une ville dans la forêt, sans véhicule, bien sûr, on ne circule qu'à pied ou à vélo entre des petites maisonnettes. Ensuite, se sont donc installés des habitants en roulotte, ont posé leurs roulottes qui se sont souvent étendues ou auxquelles, au fil des années, des constructions ont été annexées. On a évidemment des yurts, c'est une autre époque de l'architecture légère. Des tiny houses, ça, on est déjà plutôt dans les années 2000. Bref, tout ce qu'on peut dire ici, ah bah oui, évidemment, des earthships, avec des grandes serres orientées sud, et un mur de masse forcément côté nord en fond. Évidemment, des expérimentations sur la construction en paille, vous l'aurez compris, la paille est un des matériaux conviviaux de notre époque. Et, les images, pardon, voilà. Avant d'en arriver là, ce que je veux montrer par là, et ce que je trouvais particulièrement convaincant, c'est à quel point on peut vivre bien et on peut vivre frugal. Parce que finalement, ces gens-là qui vivent là, ils vivent absolument dans la forêt, dans un collectif, comme à la ZAD, d'ailleurs, l'importance de la discussion, du dialogue, de la création d'un terrain d'entente commun en permanence renouvelé, en permanence remis en question par les derniers événements, notamment par les injonctions de l'État qui ne cessent pas. On est en 2019, donc j'y étais pour les rencontres internationales de l'habitat léger et participatif, qui s'y tenait aussi à l'occasion d'une nouvelle injonction et du nouveau bourgmestre et du gouvernement belge à l'époque, de se légaliser, d'entrer dans une démarche d'installation durable qui, à nouveau, c'est la stratégie permanente, distinguerait entre les bons habitants et les mauvais occupants, qui sont en fait un seul et même groupe, et c'est cette cohésion du groupe qui a permis à cette zone de résister, de survivre depuis les années 70, sans qu'il ait jamais eu vraiment de combat en réalité. Donc démonstration par la preuve évidente que l'on peut vivre
Et d'ailleurs, c'est une zone très dense, hein. Au passage, plusieurs centaines d'habitants habitent là, ce qui me semble être moins d'un hectare. Donc c'est assez. C'est pas parce qu'on habite petit et on habite dans une forêt qu'on n'habite pas dense et qu'on n'a pas un ménagement efficace du territoire. Évidemment, il y a aussi des potagers. Et donc, pourquoi cette pression renouvelée ces dernières années de se légaliser, pour ainsi dire? Eh ben, parce que il faut bien construire des écoquartiers, hein. Voilà. Vous voyez, c'est évident, hein. On le voit bien, le béton est vert. Le béton est certainement bas carbone, aucun doute. Enfin, en tout cas, il n'empêche que la pression est énorme. Vous voyez les petites cabanes qui sont là. Et Bretelles. ouais, voilà. On trace petit à petit. Les bâtiments sont encore donc à 50 mètres, mais on voit bien que la bétonisation et l'artificialisation des terres, évidemment, vous le savez bien, pour créer des jardins et des terrains de jeu pour les enfants, cela va de soi. Mais bon, il faut bien virer les cabanes qui sont quand même franchement indécentes. Voilà, donc ça c'est l'histoire de la baraque à Louvain-la-Neuve que je vous invite à aller visiter si jamais vous passez en Belgique parce que c'est un quartier absolument sympa et qui est d'ailleurs submergé de demandes de personnes voulant y habiter et en fait ils sont même le collectif d'habitants est même obligé de refuser les nouveaux. Ben oui, parce que finalement il reste plus beaucoup de place. Il y a un grand potager, un terrain maraîcher au centre, entouré donc par 3 ou 4 quartiers d'habitat différents, vous l'avez vu. À un moment, il n'y a plus de place dans cette forêt non plus. Et pourtant, beaucoup de monde va y habiter parce qu'on habite finalement beaucoup mieux qu'autre part. Voilà. Ouais. Malheureusement, on n'a pas trouvé de modèle économique là-dessus, donc c'est du bénévolat. Ouais. Mais en même temps, c'est assez passionnant. Donc, ça nous nourrit, ça permet plein de belles rencontres. Et ça, c'est extrêmement enrichissant. Ça permet d'être à l'écoute aussi et de pas justement rester dans son petit milieu d'architecte urbaniste. Bah, les retours à chaud là, de ce qui nous a été présenté, c'est effectivement ce qui me touche plus particulièrement, c'est la mobilisation des citoyens et la difficile mobilisation des citoyens. Nous, on n'est évidemment pas la solution, sinon il y aurait 12 millions de bénévoles à France Nature Environnement. Mais clairement, c'est un chantier de pouvoir amener, porter à connaissance le plus rapidement possible les projets qui se montent et puis surtout de pouvoir faire acquérir un peu de distance par rapport à ce qui est présenté comme inéluctable ou déjà fait, déjà trop tard. Malheureusement, je n'ai pas la solution facile et immédiate, mais je pense qu'il y a un gros enjeu. Et ce qui me travaille depuis le début de la réunion, mais on avait déjà parlé ensemble, Yvan, c'est quel lien il y a à faire entre les collectifs de simples citoyens, entre guillemets, et justement les urbanistes, les architectes qui ont peut-être qui ont plus facilement une lecture technique des projets qui sont présentés et de ce qui peut être déconnant dans certains des projets. Donc, moi, c'est vraiment une question que je lance ce soir et dont on aura sans doute l'occasion de reparler. C'est quels liens peuvent être faits entre les collectifs de citoyens, ceux notamment qui sont suivis par FNE, et les urbains, les archis. Le cas de Notre-Dame-des-Landes, il y a eu quand même beaucoup d'avis négatifs des services et qui ont été complètement balayés effectivement par le préfet. Mais effectivement, il y a eu pas mal de choses de ce côté-là aussi. Ouais. Et ça a permis justement aux médiateurs, enfin déjà à nous, de nous appuyer sur ces avis-là, sur l'avis de l'autorité environnementale aussi. Là, sur le fort d'Aubervilliers, il y a un avis qui est quand même assez négatif de l'autorité environnementale. Donc ça, c'est des appuis. Voilà, oui, pardon, ce que je voulais dire, c'est que ça a permis aux médiateurs de s'appuyer sur ces avis. En fait, les médiateurs qui ont enterré le projet Notre-Dame-des-Landes, de dire, d'un côté, il y a eu effectivement un vote pour avis, une sorte de référendum local, mais qui
qui n'en était pas un, qui était une consultation pour avis et qui était donc en faveur de Notre-Dame-des-Landes, et de l'autre, il y avait des dizaines d'avis négatifs de la part des administrations qui n'avaient pas été non plus respectés. Donc, on pouvait mettre les deux dans la balance et dire, ben voilà, on prend l'avis de l'administration et pas forcément l'avis de la population, qui avait été, encore une fois, dans un périmètre très calculé pour que le vote soit en faveur du projet.